Monsieur, nos diagnostics qui ont coûté $1 million indiquent que tout est normal. Le docteur Walsh fixait l'écran de son ordinateur avec frustration. 6 spécialistes nucléaires ont essayé pendant 14 heures. Le réacteur ne démarre pas. L'USS Léviathan restait silencieux alors que la date limite de la mission critique dans l'Arctique approchait. Appelez-moi l'amiral Mitchell immédiatement. Le commandant Peterson savait qu'il n'avait plus aucune option avec les méthodes conventionnelles. Il y a un homme qui pourrait résoudre ce problème, mais il a été renvoyé il y a 28 ans. L'équipe regardait avec scepticité un homme noir âgé descendre de l'hélicoptère. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Marcus Thompson pouvait entendre ce que leurs ordinateurs ne pouvaient pas détecter. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. La crise du sous-marin nucléaire est sur le point de se dérouler et vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne lecture. L'alarme rouge retentit dans les couloirs de la base navale de Norfolk à 3h47 du matin. Le capitaine Davidson courut dans le couloir, ses bottes résonnant sur le sol métallique. Derrière lui, des techniciens se dépêchaient, des tablettes et des câbles à la main. L'USS Léviathan était immobile à quai. L'énorme sous-marin nucléaire ressemblait à un géant endormi, mais quelque chose n'allait vraiment pas. Son réacteur nucléaire s'était complètement arrêté et personne ne savait pourquoi. « Monsieur, nous avons tout essayé », dit le lieutenant-commandant Sarah Mitchell en levant les yeux de son écran d'ordinateur. « Le réacteur ne démarre pas, tous nos systèmes sont au vert, mais il est immobile. » Davidson regarda sa montre. Dans 18 heures, le Léviathan devait partir pour une mission secrète dans l'Arctique. Le sous-marin transportait du matériel d'espionnage qui pouvait changer l'équilibre des pouvoirs dans le monde. 3 années de préparation seraient perdues s'il ne parvenait pas à résoudre ce problème. « Appelez tous les experts nucléaires dont nous disposons », ordonna Davidson. « Peu importe si vous devez les réveiller. Ce sous-marin doit repartir, et tout de suite. » De jeunes ingénieurs se pressaient autour des écrans d'ordinateur, tapant frénétiquement sur leur clavier. Leur visage était pâle d'inquiétude. Il s'agissait du sous-marin nucléaire le plus avancé jamais construit, et il était censé être parfait. « Capitaine », appela le docteur Jennifer Walsh, ingénieur nucléaire en chef, « nos ordinateurs ne trouvent pas le problème. Tout semble normal, mais le réacteur ne répond à aucune commande. » Davidson essuya la sueur de son front. La mission était cruciale pour la sécurité nationale. S'ils échouaient, les ennemis de l'Amérique auraient un énorme avantage. « Monsieur », dit un autre technicien, « nous avons effectué des diagnostics sur tous les systèmes. Les ordinateurs indiquent que tout fonctionne, mais il y a clairement un problème. » Le capitaine fixait le sous-marin silencieux à travers la fenêtre. Quelque part dans cette machine gigantesque se trouvait un problème que leurs ordinateurs à plusieurs millions de dollars ne parvenaient pas à détecter. Le temps pressait, et ils n'étaient pas prêts de trouver une solution. « Continuez d'essayer, » dit-il doucement. « Nous ne pouvons pas échouer. » Mais au fond de lui, Davidson se demandait s'il n'aurait pas besoin d'un miracle pour sauver cette mission. Marcus Thompson se réveilla au son de la pluie qui frappait son toit en tôle. L'homme de 71 ans sortit lentement du lit, les articulations endolories par des années de dur labeur. Son petit atelier de réparation à Chesapeake était en désordre et semblait vieux. Des moteurs de bateaux cassés encombrèrent les coins de la pièce. Des outils rouillés étaient accrochés au mur. L'endroit sentait l'huile et l'eau salée. Marcus vivait seul ici depuis 5 ans, depuis que sa femme Hélène était décédée d'un cancer. Il se dirigea vers sa cafetière et se servit une tasse. Le liquide chaud lui réchauffa les mains, tandis qu'il regardait autour de lui. Ce n'était pas ainsi qu'il avait imaginé finir sa vie. Une vieille photo était accrochée au mur. Elle montrait un jeune Marcus en uniforme de la marine, debout à côté d'un sous-marin. Il souriait alors, fier de son travail. C'était il y a longtemps, quand les gens le respectaient et appréciaient ce qu'il savait faire. Aujourd'hui, les pêcheurs locaux ne voyaient en lui qu'un vieux Marcus, celui qui réparait leurs moteurs de bateau quand ils tombaient en panne. Ils le payaient juste assez pour qu'il puisse payer ses factures et faire ses courses. Marcus prit une clé et se dirigea vers un petit moteur hors-bord qui avait besoin d'être réparé. Ses mains savaient exactement quoi faire, même si son esprit était ailleurs. Il réparait des moteurs depuis si longtemps qu'il pouvait le faire sans réfléchir. Le moteur faisait un bruit étrange que la plupart des mécaniciens auraient ignoré. Mais Marcus l'entendait clairement. Chaque machine avait sa propre voix,
et celle-ci lui signalait un problème qui ne s'était pas encore manifesté. Il ouvrit le moteur et découvrit une petite fissure dans le système de refroidissement. En quelques heures de fonctionnement, le moteur aurait rendu l'âme. Le pêcheur à qui il appartenait ne saurait jamais à quel point il avait failli se retrouver en pleine mer. Marcus répara la fissure et testa le moteur. Il fonctionnait parfaitement, sans à-coups et sans bruit. Il sourit légèrement. Même après toutes ces années, il avait toujours le coup de main. Mais en nettoyant ses outils, Marcus se demanda si quelqu'un aurait encore besoin de ses compétences particulières. Quand Marcus avait 12 ans, il passait ses étés dans le sous-sol de sa grand-mère à Baltimore. Pendant que les autres enfants jouèrent dehors, Marcus démontait de vieilles radios et des horloges. Il voulait comprendre comment elles fonctionnaient. Sa grand-mère le trouvait assis sur le sol en béton, entouré de minuscules vis et de pièces métalliques. « Ce garçon a un don », disait-elle à ses voisins. « Il peut tout réparer. » À 15 ans, Marcus a réparé le camion de livraison de M. Jenkins en utilisant uniquement des pièces détachées trouvées dans une casse. Le mécanicien local avait déclaré que le camion était irréparable et que la réparation coûterait des milliers de dollars. Marcus l'a réparé pour $20 et un sandwich. « Comment as-tu su ce qui n'allait pas ?» demanda M. Jenkins, étonné que son camion fonctionne mieux qu'il ne l'avait fait depuis des années. Marcus haussa les épaules. « C'est le moteur qui m'a dit ce qu'il fallait faire. » Ce n'était pas de la magie. Marcus pouvait sentir quand quelque chose n'allait pas dans une machine avant même qu'elle ne tombe en panne. Il remarquait les petits changements dans le fonctionnement des moteurs. Il percevait de minuscules vibrations que les autres ne remarquaient pas. Il comprenait le langage des machines. À l'âge de 18 ans, Marcus s'engagea dans la marine. Ses instructeurs comprirent rapidement qu'ils avaient affaire à quelqu'un de spécial. Alors que les autres recrues peinaient à apprendre les bases de la réparation des moteurs, Marcus était capable de diagnostiquer des problèmes que même des mécaniciens expérimentés ne pouvaient détecter. « Fiston, tu as un talent naturel », lui dit le premier maître Williams. « Nous allons te former sur les sous-marins nucléaires. Ce sont les machines les plus complexes au monde. » Marcus était enthousiaste. Il avait toujours travaillé sur de petits moteurs, voitures, bateaux, générateurs. Il allait désormais découvrir les énormes réacteurs nucléaires qui propulsaient les navires les plus importants de la marine. Pendant sa formation, Marcus a impressionné ses professeurs. Il était capable de détecter les problèmes dans les systèmes des réacteurs simplement en écoutant leur fonctionnement. Il sentait quand la pression était incorrecte ou quand une pompe commençait à tomber en panne. Les autres étudiants avaient eu besoin d'ordinateurs et d'instruments sophistiqués pour faire leur travail. Marcus n'avait besoin que de ses mains et de ses oreilles. Les machines lui parlaient et il comprenait ce qu'elles disaient. À la fin de sa formation, tout le monde savait que Marcus Thompson allait devenir quelqu'un d'important dans la marine. De 1975 à 1995, Marcus Thompson fut une légende dans les chantiers navals de la marine. Il s'était engagé à 18 ans en 1970 et était rapidement devenu un expert en système de sous-marins nucléaires. La marine l'avait affecté à ses projets les plus importants. Marcus a participé à la construction de 12 sous-marins au cours de sa carrière. Tous ont été livrés à temps et sans problème majeur. D'autres chantiers navals ont connu des retards et des dépassements de coûts, mais les sous-marins de Marcus ont toujours fonctionné à la perfection. L'amiral Patterson disait souvent que Marcus ne se contentait pas de réparer les sous-marins. Il leur donnait vie. Lorsque les jeunes ingénieurs rencontrèrent des problèmes qu'ils ne pouvaient pas résoudre, ils appelaient Marcus. Il arrivait avec sa boîte à outils et résolvait des problèmes qui avaient laissé perplexes des équipes entières. Marcus était spécialisé dans les réacteurs nucléaires, la partie la plus dangereuse et la plus complexe de tout sous-marin. Ces systèmes étaient si compliqués que la plupart des gens avaient besoin de plusieurs années pour en comprendre les bases. Mais Marcus pouvait les manipuler comme d'autres mécaniciens travaillaient sur des moteurs de voitures. Il a reçu des médailles et des promotions. Sa photo est apparue dans des magazines de la marine. Les jeunes marins voulaient apprendre de lui. Marcus était fier de son travail car il savait qu'il assurait la sécurité des marins américains sous l'eau. Les sous-marins sur lesquels Marcus travaillait ont patrouillé les océans pendant la guerre froide. Ils transportaient des missiles nucléaires et du matériel d'espionnage. Si ces machines tombaient en panne, cela pouvait signifier un désastre pour l'équipage et un danger pour le pays. Marcus ne laissait jamais cela se produire. Il détectait les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves.
Il améliorait des conceptions que les ingénieurs jugeaient déjà parfaites. Il formait d'autres mécaniciens à l'entretien des sous-marins. Ce furent les meilleures années de la vie de Marcus. Il avait un travail important, un bon salaire et le respect de tous ceux qui l'entouraient. Il était marié à Hélène et ils envisageaient de fonder une famille. Marcus avait le sentiment d'avoir trouvé sa raison d'être. La marine lui confiait ses projets les plus secrets. Marcus avait une habilitation de sécurité maximale et travaillait sur des sous-marins dont la plupart des gens ignoraient même l'existence. Il était au sommet de sa profession et continuait à s'améliorer. Mais Marcus ne savait pas que sa carrière parfaite était sur le point de s'effondrer. En décembre 1995, tout a basculé pour Marcus Thompson. Il travaillait sur l'USS Hampton lorsque le désastre a frappé pendant des essais de routine. Le système de refroidissement du réacteur nucléaire a failli surchauffer, ce qui aurait pu être mortel pour tous les membres d'équipage. La marine a réagi rapidement. Il fallait trouver un responsable pour cet accident évité de justesse et Marcus était le mécanicien en chef chargé de la salle des machines. L'enquête n'a duré que 2 jours. « Chef Thompson, » dit le capitaine Bradley lors de l'audience, « vous étiez responsable de l'entretien de ce système. Comment expliquez-vous cette défaillance ?» Marcus tenta de se défendre. « Monsieur, j'ai rédigé 3 rapports sur les problèmes du système de refroidissement. J'ai demandé une inspection approfondie, mais mes rapports ont été classés sans être lus. » Le capitaine ne s'intéressait pas à l'explication de Marcus. « Votre travail consistait à empêcher cela. Vous avez manqué à votre devoir. » Le vrai problème était que les pièces du système de refroidissement étaient défectueuses à leur sortie de l'usine. Marcus avait détecté les défauts plusieurs semaines auparavant et avait tenté d'alerter ses supérieurs. Mais la marine avait besoin d'une solution rapide pour mettre fin à l'enquête. Marcus fut contraint de prendre sa retraite à 43 ans. Il perdit ses médailles et son habilitation de sécurité. La marine lui interdit de travailler à nouveau sur des projets militaires. « Vous avez de la chance que nous ne poursuivions pas vos poursuites pénales, » lui a dit l'amiral. « Prenez votre pension et disparaissez. » Marcus avait l'impression que son monde s'écroulait. 25 ans de service irréprochable ne signifiaient plus rien. Toutes ses récompenses et ses réalisations lui avaient été retirées. La marine le traitait comme un criminel au lieu de l'expert qui l'avait fidèlement servi. La nouvelle se répandit rapidement dans les chantiers navals. Les autres entreprises refusaient d'embaucher Marcus, le jugeant dangereux. Ses amis de la marine cessèrent de l'appeler. Même ses voisins le regardèrent différemment. Hélène resta à ses côtés, mais Marcus avait honte tous les jours. Il était passé du statut d'expert parmi les plus fiables de la marine à celui de paria. À 43 ans, sa carrière était terminée et il ne savait pas quoi faire. L'homme qui était autrefois considéré comme irremplaçable était désormais indésirable partout. Pendant 28 ans, Marcus vécut comme le fantôme de lui-même. Il ouvrit un petit atelier de réparation à Chesapeake où il réparait les moteurs de bateaux et les vieilles voitures des pêcheurs et des voisins. Le travail était trop simple pour ses compétences, mais cela lui permettait de payer son loyer et de se nourrir. Ses anciens amis de la marine cessèrent de lui adresser la parole. Ils craignaient que le fait d'être vu avec Marcus nuise à leur propre carrière. L'homme qui supervisait autrefois des centaines d'ouvriers travaillait désormais seul dans son petit atelier. Hélène était sa seule compagne pendant ces années sombres. Elle l'aidait à gérer son entreprise et l'encourageait lorsqu'il se sentait désespéré. « Tu es toujours le même homme brillant, » lui disait-elle. « Un jour, les gens se souviendront de ce que tu sais faire. » Hélène est tombée malade d'un cancer en 2016. Marcus a passé 2 ans à prendre soin d'elle, à la conduire à ses traitements et à lui tenir la main dans les chambres d'hôpital. Elle est décédée en 2018, laissant Marcus complètement seul à l'âge de 66 ans. Après les funérailles d'Hélène, Marcus ne parlait presque plus à personne. Il réparait des moteurs pendant la journée et restait seul dans sa maison vide le soir. Les pêcheurs qui lui apportèrent du travail le voyaient comme un vieil homme tranquille et solitaire. Parfois, Marcus allumait sa vieille radio et écoutait les communications de la marine. Il reconnaissait le jargon technique et se souvenait de l'époque où il parlait sur ces mêmes fréquences. Mais maintenant, il se contentait d'écouter de l'extérieur. Son travail était ennuyeux comparé à la construction de sous-marins nucléaires. Au lieu de réacteurs valant des millions de dollars, il réparait des tondeuses à gazon et des moteurs de bateaux de pêche. Au lieu de protéger la sécurité nationale,
Il aidait les gens à se rendre au travail ou à pêcher leur dîner. Marcus avait toujours ses incroyables compétences, mais personne ne le savait. Les voisins pensaient qu'il n'était qu'un mécanicien à la retraite comme les autres. Ils n'avaient aucune idée qu'il avait autrefois été l'un des experts les plus précieux de la marine. Chaque soir, Marcus regardait sa vieille photo de la marine accrochée au mur. Le jeune homme sur la photo lui semblait désormais étranger. Cette personne avait été importante et respectée. Elle était désormais oubliée et seule. Marcus se demandait s'il allait mourir dans cet atelier sans que personne ne se souvienne de ce qu'il avait accompli. Le téléphone sonna à 6h30 du matin, interrompant le petit déjeuner tranquille de Marcus. Il faillit ne pas répondre. Personne ne l'appelait aussitôt, sauf pour des réparations urgentes sur un bateau. « Monsieur Thompson !» La voix était féminine et officielle. « Ici l'amiral Sarah Mitchell du commandement naval de l'Atlantique. » Marcus faillit laisser tomber sa tasse de café. Sarah Mitchell n'était qu'un capitaine de corvette lorsqu'ils avaient travaillé ensemble sur la modernisation des sous-marins en 1989. Aujourd'hui, 34 ans plus tard, elle était amirale. « Nous avons une situation critique à Norfolk et nous avons besoin de votre aide, » poursuivit-elle. Marcus sentit son cœur battre plus vite. « Sarah, vous savez que je n'ai plus d'habilitation de sécurité. J'ai déjà obtenu une autorisation d'urgence. Un hélicoptère viendra vous chercher dans 2 heures. » Marcus regarda autour de lui, son atelier en désordre, puis la photo défraîchie de la marine accrochée au mur. 28 ans après son renvoi, quelqu'un se souvenait encore de ses compétences. « Quel est le problème ?» demanda-t-il. « Un réacteur nucléaire s'est arrêté. 6 spécialistes ont essayé de le réparer. Vous êtes notre dernier espoir avant d'annuler la mission. » Marcus posa sa tasse de café, les mains tremblantes. Quel sous-marin? L'USS Léviathan, tout neuf, équipé du réacteur le plus avancé que nous ayons jamais construit. La mission part dans 18 heures, et le réacteur ne démarre pas. Après avoir raccroché, Marcus resta assis en silence pendant plusieurs minutes. La marine l'avait jeté comme un déchet, mais maintenant, elle avait de nouveau besoin de lui. Une partie de lui voulait refuser et les laisser résoudre leurs problèmes. Mais Marcus savait que quelque part, des marins comptaient sur ce sous-marin pour assurer leur sécurité. Ses sentiments personnels n'avaient aucune importance lorsque des vies étaient en jeu. Il se dirigea vers sa vieille boîte à outils et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient les mêmes instruments qu'il utilisait 30 ans auparavant. Ses mains étaient plus âgées maintenant, mais elles savaient toujours quoi faire. Marcus se regarda dans le miroir. L'homme qui lui renvoyait son image avait les cheveux gris et le visage ridé, mais ses yeux avaient toujours la même détermination qui avait fait de lui le meilleur expert en sous-marin de la marine. Il était temps de leur montrer ce que le maître oublié était encore capable de faire. L'hélicoptère atterrit à la base navale de Norfolk sous un ciel gris. Marcus descendit avec son vieux sac à outils, le même qu'il utilisait 30 ans auparavant. La base avait beaucoup changé. De nouveaux bâtiments, des technologies modernes, mais l'odeur de l'eau salée et du diesel était exactement la même. De jeunes gardes l'escortèrent jusqu'au quai principal où l'attendait l'USS Léviathan. L'énorme sous-marin noir ressemblait à un géant endormi fait d'acier. Marcus sentit son estomac se nouer. C'était ici que tout avait commencé et que tout avait failli finir. Des techniciens couraient dans tous les sens, transportant des tablettes et l'air inquiet. Le sous-marin était trop silencieux. Marcus savait qu'un réacteur nucléaire à l'arrêt était comme un cœur qui avait cessé de battre. Chaque minute comptait, et il sentait le temps s'écouler. Alors qu'ils marchèrent vers le sous-marin, Marcus remarqua à quel point tout avait changé. Les écrans d'ordinateur avaient remplacé les jauges analogiques. Des affichages numériques indiquaient des informations qui nécessitaient auparavant un jugement humain. La marine était entrée dans le futur, mais elle n'avait toujours pas résolu ce problème. « Monsieur, par ici, s'il vous plaît », dit un jeune marin en conduisant Marcus le long d'une passerelle métallique vers la salle de contrôle du sous-marin. L'espace était exigu et rempli d'équipements électroniques. Des voyants rouges clignotaient sur plusieurs panneaux. Marcus posa son sac à outils et regarda autour de lui. La salle de contrôle bourdonnait d'activité, mais il pouvait sentir la frustration de l'équipage. Ils avaient en tout essayé, mais rien n'avait fonctionné. « Monsieur Thompson ?» Un officier de grande taille s'approcha de lui. « Je suis le commandant Peterson.
Nous vous sommes reconnaissants d'être venus, mais je dois être honnête. Nous avons déjà essayé toutes les procédures standards. Les diagnostics de notre ordinateur indiquent que tous les systèmes fonctionnent normalement. Marcus acquiesça lentement. Il pouvait voir le doute dans les yeux de Peterson. Ce jeune commandant n'avait probablement jamais vu quelqu'un résoudre un problème sans ordinateur ni affichage numérique. « Depuis combien de temps le réacteur est-il à l'arrêt » demanda Marcus. « 14 heures. Nous avons testé chaque composant individuellement. Tout est en ordre, mais le réacteur ne répond pas aux commandes de démarrage. » Marcus sentait le poids de la situation. Une mission critique était en jeu, et la technologie la plus avancée de la marine les avait lâchés. Dans la salle de contrôle du sous-marin, Marcus rencontra l'équipe de spécialistes. Le docteur Jennifer Walsh, ingénieure nucléaire du MIT, le regardait avec un dégoût à peine dissimulé. Elle avait 35 ans, un parcours parfait et un équipement coûteux. « C'est le consultant qu'ils ont appelé », dit-elle à son collègue. « On dirait qu'il sort tout droit d'un garage. » À côté d'elle se tenait James Rodriguez, 28 ans, un expert en système fraîchement sorti de l'académie navale. Il murmura aux autres ingénieurs « Alors que nous essayons de résoudre ce problème avec des technologies modernes, ils veulent que nous utilisions des méthodes du siècle dernier. » Marcus resta calme. Il était habitué au scepticisme, après avoir travaillé pendant des décennies avec de jeunes ingénieurs qui faisaient plus confiance aux ordinateurs qu'à l'expérience. Le commandant Peterson était plus poli, mais tout aussi dubitatif. « Monsieur Thompson, nous vous remercions d'être venu, mais nous avons déjà effectué tous les tests modernes. Nous disposons des données de 300 capteurs numériques, d'une analyse thermique complète et de simulations informatiques en temps réel. » Le Dr Walsh sortit une tablette affichant des graphiques colorés et des chiffres complexes. « Notre analyse montre que le problème n'est pas mécanique. Tous les composants fonctionnent dans les paramètres normaux. » Marcus regarda les écrans couverts de graphiques et de données. Les écrans affichaient des milliers de mesures, mais il remarqua qu'il manquait quelque chose d'important. « Vous avez effectué tous ces tests, » dit Marcus calmement, « mais quelqu'un a-t-il réellement écouté le réacteur fonctionner ?» L'équipe échangea des regards perplexes. Rodriguez rit. « L'écouter ? Monsieur, nous disposons d'instruments sophistiqués qui détectent les problèmes bien mieux que les sens humains. Nous ne diagnostiquons plus les réacteurs nucléaires en les écoutant. » Le docteur Walsh secoua la tête. « Monsieur Thompson, il s'agit d'un réacteur nucléaire de 150 millions de dollars équipé des systèmes de surveillance les plus avancés jamais construits. Nous nous appuyons sur des données scientifiques, pas sur des conjectures. » Marcus ouvrit son vieux sac à outils et en sortit quelque chose qui laissa toute l'équipe bouche bée. Il s'agissait d'un stéthoscope modifié datant de 1980, spécialement conçu pour détecter les vibrations dans les coques de sous-marins. « Vous n'êtes pas sérieux, » dit Rodriguez. « Vous voulez diagnostiquer notre réacteur avec un appareil datant de l'administration Reagan ?» Marcus ignora leurs commentaires et regarda directement le commandant Peterson. « Donnez-moi 5 minutes de silence complet. Éteignez tous les systèmes auxiliaires et laissez-moi écouter ce que le réacteur essaye de vous dire. » Le docteur Walsh sortit un épais rapport et le posa sur la table devant Marcus. « Avant de commencer avec vos méthodes dépassées, laissez-moi vous montrer ce qu'est une véritable analyse. » Elle ouvrit le document de 47 pages rempli de tableaux, de graphiques et de données techniques. Nous avons testé chaque composant individuellement. Les mesures de pression sont normales, la température est stable et nous n'avons détecté aucune fuite dans le système. James Rodriguez ajouta « Nous avons effectué 16 simulations informatiques différentes. Toutes montrent que le réacteur devrait fonctionner parfaitement. Notre logiciel de diagnostic est le plus avancé au monde. » Marcus parcourut rapidement le rapport, scrutant les graphiques colorés et les équations complexes. Les jeunes ingénieurs avaient manifestement passé des heures à collecter ces données. « Avez-vous vérifié le système de sécurité passif ?» demanda Marcus. « Bien sûr, » répondit le docteur Walsh avec irritation. « Nous avons testé tous les circuits de sécurité du sous-marin. Tout est au vert sur nos écrans. » Marcus ferma le rapport et les regarda calmement. Et le résonateur harmonique dans le compartiment de contrôle. L'équipe échangea des regards perplexes. Le commandant Peterson consulta son manuel technique sur sa tablette. « Ce composant ne figure pas dans nos schémas actuels. C'est parce qu'il n'est pas dans les nouveaux manuels, » expliqua Marcus.
Il s'agit d'une modification que nous avons apportée sur le terrain au sous-marin de classe Virginia en 1994. Ce changement n'a jamais été officiellement ajouté au système numérique. Le docteur Walsh avait l'air frustré. Si ce n'est pas dans notre documentation officielle, comment sommes-nous censés le savoir? C'est le problème quand on se fie uniquement aux ordinateurs, dit Marcus. Ils ne peuvent vous dire que ce que quelqu'un leur a programmé de savoir. Mais les sous-marins sont construits par des êtres humains, et les êtres humains font parfois des modifications qui ne sont pas enregistrées correctement. Rodriguez secoua la tête. Vous voulez dire qu'il existe un composant mystérieux que nos systèmes de diagnostic qui coûtent des millions de dollars ne peuvent pas détecter? Je dis que vos systèmes recherchent des problèmes qui correspondent à leur programmation. Mais parfois, le vrai problème est quelque chose qui n'était pas censé être là au départ. Marcus reprit son vieux stéthoscope. Cet appareil a peut-être 40 ans, mais il peut encore entendre des choses que vos ordinateurs ne détectent pas. Marcus brandit son stéthoscope modifié datant de 1980, et plusieurs ingénieurs éclatèrent de rire. L'appareil semblait archaïque comparé à leur équipement numérique. « Vous n'êtes pas sérieux, » dit Rodriguez. « Nous allons diagnostiquer un réacteur nucléaire de 150 millions de dollars avec un équipement des années 80. » Le docteur Walsh croisa les bras. « C'est ridicule. Nous avons des capteurs qui peuvent détecter les problèmes 1000 fois mieux que n'importe quel être humain. » Marcus ignora leurs commentaires et se tourna vers le commandant Peterson. « J'ai besoin d'un silence complet pendant exactement 5 minutes. Éteignez tous les systèmes auxiliaires afin que je n'entende que le bruit de fond du réacteur. » Le docteur Walsh protesta bruyamment. « Cela enfreint tous nos protocoles de sécurité. L'arrêt des systèmes auxiliaires pourrait surcharger les systèmes de secours et endommager la structure du sous-marin. » Peterson avait l'air inquiet. « Monsieur Thompson, si quelque chose tourne mal pendant ces 5 minutes. »« Il n'arrivera rien, » dit Marcus avec une assurance qui surprit tout le monde. « Mais si vous ne faites pas cela, vous ne trouverez jamais le vrai problème. » Après avoir consulté ses supérieurs par radio, Peterson accepta à contre-cœur la procédure. 5 minutes seulement. Ensuite, nous redémarrons tout immédiatement. Le sous-marin fut plongé dans un silence complet. Marcus plaça son stéthoscope contre différentes parties de la coque, ferma les yeux et se concentra. Il se déplaçait lentement et prudemment, comme un médecin examinant un patient. L'équipe l'observait en silence. Certains secouèrent la tête, incrédules. Le docteur Walsh regardait sa montre à plusieurs reprises, pensant clairement que c'était une perte de temps. Marcus passa d'une section à l'autre, s'arrêtant de temps en temps pour écouter plus attentivement à certains endroits. Son visage reflétait une profonde concentration, tandis qu'il analysait ce qu'il détectait. « Là », dit Marcus après exactement 5 minutes. « Je l'ai trouvé. » Il retira le stéthoscope et se tourna vers l'équipe sceptique. Le problème ne vient pas du réacteur principal. Il se trouve dans la ligne de transmission auxiliaire 6. Le docteur Walsh vérifia immédiatement sa tablette. C'est impossible. Notre analyse des vibrations n'a détecté aucun problème dans les lignes de transmission. Parce que vous n'avez effectué vos tests qu'en fonctionnement normal à faible puissance, expliqua Marcus patiemment. Ce problème ne se produit que pendant la transition critique, entre 50% et 70% de puissance. L'ordinateur arrête le réacteur avant qu'il ne puisse terminer la séquence de démarrage. Le commandant Peterson consulta ses schémas techniques. La ligne de transmission auxiliaire numéro 6, où se trouve-t-elle exactement? Marcus rangea son stéthoscope et se tourna vers l'équipe avec une assurance totale. Le problème se situe dans la ligne de transmission auxiliaire du système de sécurité passif. Il y a une minuscule fissure dans le tuyau métallique qui crée une interférence lorsque le réacteur atteint 60% de sa puissance. Le silence se fit dans la pièce. Le docteur Walsh vérifia frénétiquement ses données sur sa tablette. C'est théoriquement impossible. Notre analyse complète des vibrations n'a détecté aucun problème dans aucune gamme de fréquences. Parce que vous n'avez analysé que pendant le fonctionnement normal à faible puissance, expliqua Marcus patiemment. Ce problème spécifique ne se produit que pendant la transition entre 50% et 70% de puissance. Il s'agit d'une fenêtre de 4 secondes et l'ordinateur s'arrête avant de terminer le cycle. Le commandant Peterson consulta ses schémas techniques. La ligne auxiliaire du système de sécurité passif, où se trouve-t-elle exactement? Marcus se dirigea vers un panneau spécifique sur le mur latéral.
Compartiment C7, section de secours installée lors de mise à niveau sur le terrain en 1994. Elle ne figure pas dans vos manuels numériques, car il s'agit d'une modification locale qui n'a jamais été officiellement enregistrée dans les systèmes centraux. Le Dr Walsh avait l'air perplexe. Une modification qui ne figure pas dans notre documentation officielle? Comment est-ce possible? En 1994, nous avons rapidement modernisé les sous-marins pendant la période qui a suivi la guerre froide, expliqua Marcus. Nous avons parfois apporté des modifications nécessaires sur le terrain et prévu de mettre à jour la documentation plus tard. Mais lorsque des coupes budgétaires ont été effectuées, certaines de ces mises à jour n'ont jamais été traitées. James Rodriguez secoua la tête, incrédule. Il y a donc un tuyau dans ce sous-marin dont nos ordinateurs ignorent l'existence. Pas exactement, répondit Marcus. Le tuyau existe dans vos plans mécaniques, mais la modification spécifique que nous avons apportée au système de sécurité n'est pas documentée dans votre base de données numérique actuelle. Le commandant Peterson consulta sa montre. « Monsieur Thompson, si vous avez raison, comment pouvons-nous réparer cela ?» Marcus désigna le panneau. « Vous devez accéder au compartiment C7 et inspecter la conduite métallique à la recherche d'une fissure capillaire. Elle mesure probablement moins d'un demi-millimètre, c'est pourquoi vos capteurs ne l'ont pas détectée. » Le docteur Walsh semblait sceptique. Même s'il y a une fissure, comment quelque chose d'aussi petit pourrait-il arrêter tout un réacteur nucléaire? Parce que lorsque le réacteur atteint 60% de sa puissance, cette minuscule fissure vibre exactement à la même fréquence que les capteurs d'alerte du système de sécurité. L'ordinateur pense qu'il y a un risque critique de surchauffe et interrompt automatiquement la séquence de démarrage. L'équipe passa 3 heures à inspecter minutieusement la conduite auxiliaire du compartiment C7. Le docteur Walsh sortit du compartiment technique, l'air complètement choqué, son tablette à la main, sur laquelle figuraient des mesures précises. « Il a tout à fait raison », a-t-elle annoncé à tout le monde. « Nous avons trouvé une fissure capillaire de 0,34 mm de large dans la conduite métallique. Elle se trouve exactement à l'endroit qu'il avait indiqué, et aucun de nos capteurs standards ne l'avait détectée. » James Rodriguez avait l'air à la fois étonné et embarrassé. Comment a-t-il pu détecter cela rien qu'en écoutant? Notre équipement coûte des millions de dollars et il n'a rien vu. La réparation a pris 90 minutes à l'aide d'un soudage laser de précision. Lorsque le réacteur a été redémarré après la séquence de démarrage complète, il a répondu parfaitement, atteignant 100% de sa puissance opérationnelle sans déclencher aucune alarme de sécurité. Le commandant Peterson s'est approché de Marcus avec un respect sincère. « Monsieur Thompson, au nom de toute l'équipe technique, je vous présente mes excuses pour notre accueil initial. Vous venez de sauver une mission d'importance nationale cruciale. » Le Dr Walsh, désormais humble et impressionné, tendit la main à Marcus. « Je n'ai jamais rien vu de tel. Serait-il possible que vous m'enseigniez cette technique de diagnostic acoustique ?» Marcus sourit légèrement pour la première fois depuis son arrivée. « Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend dans les manuels, docteur. Cela se développe au fil de décennies de travail direct avec les machines. » Rodriguez secoua la tête, émerveillé. 30 ans de technologie informatique, et nous avons encore besoin de quelqu'un qui a appris son métier dans les années 1970 pour résoudre notre problème. Les jeunes ingénieurs se rassemblèrent autour de Marcus pour lui poser des questions sur ses méthodes. Pour la première fois en 28 ans, les gens le regardaient avec respect plutôt qu'avec pitié ou mépris. Le commandant Peterson regarda sa montre. « Grâce à vous, monsieur Thompson, l'USS Léviathan pourra partir comme prévu pour sa mission dans l'Arctique. L'équipement que transporte ce sous-marin pourrait changer l'équilibre des forces dans le monde. » Marcus rangea ses vieux outils dans son sac. Le stéthoscope qui avait fait rire toute l'équipe était désormais l'instrument qui avait sauvé leur mission. « Monsieur Thompson, » dit le docteur Walsh d'une voix douce, « je vous dois des excuses. Je vous ai jugé sur votre apparence et votre équipement vétuste. J'avais complètement tort. » Marcus acquiesça gracieusement. « Docteur, votre analyse informatique était excellente. Vous aviez simplement besoin de quelqu'un capable d'entendre ce que les ordinateurs ne pouvaient pas détecter. » Le lendemain matin, Marcus fut convoqué dans le bureau de l'amiral Mitchell à la base. Elle était accompagnée de l'amiral général Robert Morrison, commandant de la flotte de l'Atlantique. La réunion semblait officielle et importante. « Monsieur Thompson, » dit Morrison d'un ton grave,
J'ai mené une enquête approfondie et confidentielle sur l'affaire de l'USS Hampton en décembre 1995. Nous avons découvert que vos 3 rapports signalant des problèmes au niveau du système ont été classés sans avoir été analysés correctement par vos supérieurs. Marcus sentit un poids lui être enlevé des épaules après avoir porté ce fardeau pendant 28 ans. La défaillance du système de refroidissement était bien causée par des pièces défectueuses fournies par Westinghouse, exactement comme vous l'aviez signalé dans les documents que nous avons trouvés, poursuivit Morrison. Votre mise à la retraite forcée et la perte de vos médailles constituent une grave erreur de la part de cette institution. L'amiral Mitchell tendit une enveloppe scellée à Marcus. Nous vous offrons une réparation historique complète, la restauration officielle de votre grade de premier maître, une compensation financière pour les années perdues et un poste officiel de consultant chargé de revoir tous les protocoles de maintenance des réacteurs nucléaires. Morrison se pencha en avant. Nous aimerions également vous offrir un poste permanent de consultant senior en ingénierie navale, avec un salaire complet et des avantages sociaux, si vous êtes prêt à travailler à nouveau avec nous. Marcus regarda par la fenêtre le USS Léviathan qui se préparait pour son importante mission dans l'Arctique. Le sous-marin massif semblait prêt et puissant, grâce à son travail. « Merci, messieurs les amiraux. J'accepte la réhabilitation complète de mon nom et de mon honneur. Quant au poste de consultant, j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Il est peut-être temps pour moi de transmettre mes connaissances à la prochaine génération. » Mitchell sourit. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. Après ce que vous avez fait hier, vous avez prouvé que l'expérience et la sagesse sont toujours inestimables dans notre marine moderne. » Marcus se leva et serra la main des 2 amiraux. Pour la première fois en 28 ans, il avait l'impression que la marine le traitait avec le respect qu'il méritait. « Encore une chose, » ajouta Morrison. « Votre dossier personnel sera mis à jour afin de refléter votre véritable état de service. Les futures générations d'ingénieurs navals étudieront vos réalisations. » Lorsque Marcus quitta le bureau, il se tenait différemment. La honte et la colère qui l'accablaient depuis des décennies avaient enfin disparu. Il n'était plus le maître oublié, mais un expert respecté dont les connaissances étaient à nouveau appréciées. 3 mois plus tard, Marcus travaillait dans son atelier lorsqu'il reçut une visite inattendue. Le docteur Jennifer Walsh entra avec une boîte en bois. « J'ai apporté quelque chose pour vous », dit-elle avec un sourire. Dans la boîte se trouvait une plaque en bronze sur laquelle était inscrit « Marcus Thompson, consultant honoraire en génie naval, pour sa contribution exceptionnelle à la sécurité et à l'innovation. » Walsh expliqua « Nous avons créé un programme de mentorat. De jeunes ingénieurs apprendront les techniques traditionnelles auprès de vétérans expérimentés. Vous serez notre premier instructeur. » Marcus toucha la plaque et sourit. « Je peux y réfléchir ? Bien sûr. Mais Marcus, ce que vous avez fait a changé notre approche de la résolution des problèmes. Nous enseignons désormais vos méthodes en parallèle de l'analyse informatique. » Ce soir-là, Marcus était assis sur le quai de Chesapeake, regardant le coucher du soleil. Son téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS contenant une photo. L'USS Léviathan faisant surface dans les eaux arctiques. Sa mission accomplie avec succès. Le message disait « Merci de nous avoir ramenés sains et saufs. Commandant Peterson. » Marcus rangea son téléphone et regarda l'horizon. Pour la première fois en 28 ans, il avait le sentiment d'avoir retrouvé sa raison d'être. Il n'était plus simplement le vieux Marcus, mais un maître artisan dont la sagesse pouvait encore servir les générations futures. Le lendemain matin, Marcus appela le docteur Walsh. « J'ai décidé d'accepter votre offre, mais j'ai une condition. Je veux enseigner dans mon atelier ici, à Chesapeake. Je veux que les jeunes ingénieurs voient comment les choses fonctionnent dans le monde réel. »« Parfait, » répondit Walsh. « Quand pouvons-nous commencer ?» Marcus regarda sa vieille photo de la marine accrochée au mur, puis la nouvelle plaque sur son établi. La boucle était bouclée. Le maître oublié était devenu un enseignant honoré. 2 semaines plus tard, Marcus se tenait devant sa première classe de jeunes ingénieurs navals. Il l'écoutait respectueusement lui expliquer comment les machines communiquaient par vibration et son. « Les ordinateurs sont d'excellents outils, leur dit-il. Mais parfois, les réponses les plus importantes viennent de l'expérience, de la patience et de l'écoute attentive de ce que les machines essaient de vous dire. » Le maître oublié n'était plus oublié.